le Digital Service Act, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, actuellement l'Union européenne légifère beaucoup, on va dire, pour essayer de contrebalancer pas mal de mauvaises pratiques, on va dire, qu'on retrouve notamment en fait sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de gros sites. Et donc actuellement, voilà, l'Union européenne et la France essaient un peu de contrôler tout ça, parce que c'est vrai que la partie internet, c'est une partie sur laquelle ça va très vite, et donc ils ont parfois peut-être un peu de mal à suivre, et il y a beaucoup de règles encore qui ne sont pas en place, sur lesquelles il n'y a pas de contrôle, et ça peut mener à des dérives. Donc on traitera ce sujet-là. Ensuite, on fera un petit tour aussi des releases de Figma, donc les nouvelles fonctionnalités. Je vous en présenterai quelques-unes. Je verrai si on les présente toutes, mais voilà, celles qui m'ont paru les plus intéressantes. On continuera sur Figma avec. Ça va être un petit peu le temps fort de cette matinale. Je vous ferai une petite démo d'un plugin qui s'appelle Airtable to Figma, qui vous permettra en fait d'industrialiser un petit peu votre façon de faire pour voilà, la création de visuels. Industrialiser dans le sens où vous pourrez générer beaucoup comment dire, vous pourrez générer, imaginons le cas d'une personne qui veut prévoir en fait tous ses posts sur les réseaux sociaux, ou une personne qui gère un e-commerce ou autre, et qui a des quantités de visuels à générer. Voilà, je vous présenterai ce plugin, vous verrez qu'il est hyper intéressant. Ensuite, on continuera aussi sur TurboPack, donc ça va être la partie un petit peu plus tech. On rentrera pas dans le détail, mais c'est histoire juste de le présenter, de voir si certains d'entre vous ont quelques infos là-dessus sur TurboPack. Grosso modo, TurboPack c'est présenté comme un successeur à Webpack, qui est donc un compilateur, un outil qui permet à nous développeurs de compiler du code et de faire en sorte que tout soit optimisé et fonctionne. Et après, alors on verra en fonction du temps, mais je voulais aussi vous présenter un article en lien en fait avec la première, qui illustre un peu cette partie sur la DSA, avec Wish qui s'est fait désindexer en fait des moteurs de recherche. Je trouvais ça assez intéressant, dans la mesure où souvent les grosses plateformes, on a l'impression qu'ils ont un peu le monopole sur tout, qu'ils font ce qu'ils veulent, et là c'est le cas concret, un cas concret sur lequel, qui montre finalement que l'État met aussi un petit peu les mains dans le cambouis, et arrive à contrôler pas mal de choses et à embêter un peu tous ces gros du digital. Voilà pour le programme, donc assez dense. On va essayer de traiter de tout. On verra en fonction du timing. Écoutez, on est parti. Je commence rapidement du coup avec ce premier article. Donc je vous disais, donc je vais rapidement essayer de lire quelques highlights, quelques passages qui m'ont paru intéressants, et puis on échange là-dessus, et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que oui ou non on peut aussi s'attendre à ce type de mesures sur des sites plus modestes, parce que peut-être que vous ne bossez pas nécessairement chez Amazon, chez Google ou ce type de structure, mais peut-être échanger sur ces idées-là. Alors DSA, ce qu'il faut retenir du nouveau règlement européen. Après moins de 2 ans de négociations au niveau européen, le Digital Service Act arrive à la fin de son parcours législatif, avec sa publication jeudi 27 octobre au journal officiel de l'Union européenne. Le Digital Service Act est là, le temps est désormais compté pour les géants de la tech pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles de l'UE. Ce nouveau règlement ambitionne de poser les bases d'une nouvelle ère réglementaire en responsabilisant davantage les plateformes et marketplaces de manière proportionnée à leur taille et à leur impact sur le marché et sur nos sociétés. Donc il y a bien une notion au début d'échelle. Je pense qu'au début ils vont appliquer ça, on va dire un peu en test, plutôt sur les gros, finalement, sur celles et ceux qui génèrent le plus de trafic, ce qui permettra aussi d'y aller de façon peut-être un peu crescendo, et ce qui permettra aussi d'avoir un contrôle, parce que si demain vous lancez une loi et qu'elle s'applique à tous les sites internet, mais qu'en réalité vous n'avez aucun contrôle là-dessus, parce que c'est juste techniquement pas possible, c'est un peu bête. Donc du coup, ils vont vraiment commencer d'abord par ceux qui ont le plus d'ampleur et le plus d'impact. Donc je continue. Son inscription au journal officiel de l'UE intervient moins de 2 ans après la proposition de la Commission européenne en décembre 2020. La Commission européenne en avait également profité pour soumettre son projet Digital Market Act, DMA,
le versant antitrust sur lequel Bruxelles a travaillé et mise beaucoup pour améliorer le marché unique européen et protéger les consommateurs. Donc ça veut dire que là on parle de la partie purement enfin, site web dans sa globalité, sur lequel ben voilà, vous allez voir, il y a un certain nombre de règles sur éviter les discours anti-haineux, ce genre de choses, essayer de contrôler, de faire des signalements, ce genre de choses. Mais également, il prépare un peu l'équivalent sur la partie market, donc ben, toutes les marketplaces, etc. Éviter ben, tout ce qui est, voilà, essayer d'avoir des démarches un peu antitrust, éviter que les gros ne monopolisent le marché. Donc dans quelle mesure est-ce que ça va être possible? Ça, j'avoue que j'en sais rien, mais je trouve ça assez intéressant parce que, ben, encore une fois, c'est des sujets qui nous concernent. C'est potentiellement des choses qui vont nous toucher ou qui vont vous toucher si vous faites partie d'une agence, si vous produisez vous, tout au long de l'année, soit des sites e-commerce, soit des sites vitrines. Et puis, voilà, bon, les monopoles type Amazon, etc., on sait que c'est des sujets sur lesquels l'État aimerait avoir un impact et bah, visiblement, il y a des choses qui se concrétisent, en tout cas au niveau de l'Union européenne. Donc, que faut-il retenir de cette nouvelle législative ? Contenu et produits illicites, les plateformes en ligne auront désormais l'obligation de mettre en place un mécanisme de signalement des contenus illicites et devront être en mesure de procéder rapidement à leur retrait. Ces signalements pourront en partie provenir d'un signaleur de confiance, un statut qui pourrait être attribué à des associations de lutte contre le racisme ou l'homophobie par exemple, sous certaines conditions. Donc ça fait visiblement partie des choses, des façons qu'il propose pour essayer de contrôler, d'avoir un contrôle un peu sur tout ça, parce que forcément, ben, l'État ne pourra pas être partout, même s'ils emploient des personnes. Ça va être compliqué de tout contrôler, donc l'idée c'est de déléguer ça un peu et de donner la responsabilité aux sites eux-mêmes et d'essayer voilà, de créer ce qu'ils appellent des signaleurs de confiance. Donc potentiellement ça va être des associations ou ce type de structures qui auront accès à un certain statut pour essayer eux aussi de contrôler un peu tout ça. Toutes les plateformes dans le champ du DSA devront désigner un point de contact unique ou, si elles sont établies hors UE, un représentant légal dans la perspective de coopération avec les autorités nationales lorsqu'une injonction de retrait est émise. Le DSA prévoit également l'obligation d'établir un système interne de traitement des réclamations qui permettra aux utilisateurs dont le compte sur les réseaux sociaux s'est fait suspendre par exemple, de contester la décision. Les marketplaces comme Amazon seront d'ailleurs soumis à un plus grand devoir de vigilance vis-à-vis des vendeurs qui utilisent leur plateforme en s'assurant de leur fiabilité. Voilà, donc j'enchaîne sur la partie suivante. Plus de transparence, moins de manipulation. Le DSA prévoit également d'interdire les interfaces truquées, les dark patterns. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les dark patterns. C'est en fait c'est l'idée, si vous voulez, vous avez probablement dû trouver ça, c'est l'idée que dans la conception d'un design, d'un site internet, en fait, vous avez des fois des UX qui sont pensés de façon à être un peu trompeuses. Je sais pas si je pourrais avoir un exemple en tête d'un dark pattern, mais par exemple un bouton qui va être déjà précoché ou voilà, quelque chose qui va en fait être difficile de compréhension et vous induire en erreur, et c'est fait de façon volontaire. Vous avez une très bonne vidéo d'ailleurs de Basti UI qui explique justement tout ce qui est dark pattern et comment voilà, les repérer et puis en quoi ça consiste. Donc je vous invite évidemment à aller voir cette vidéo, elle est assez instructive. Du coup j'en étais où ? Donc, la DSA prévoit d'interdire les interfaces truquées dark pattern qui sont conçues pour manipuler l'utilisateur au moment de faire un choix, ou de mieux encadrer les publicités en ligne que l'utilisateur devra pouvoir effectivement identifier comme telles. La publicité, quant à elle, ne pourra pas reposer sur des catégories particulières de données jugées sensibles et sera complètement interdite si le fournisseur de service a connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est mineur. Voilà, donc on resserre un petit peu au niveau de la loi en ce qui concerne la publicité. Et donc ça va également s'appliquer à ce cadre-là. Je
termine avec ces dernières phrases. Du coup, les plus grandes entreprises seront soumises à un régime plus strict de règles. Ces grandes plateformes devront ainsi ouvrir leurs algorithmes et leurs services informatiques aux audits et auront l'obligation supplémentaire de proposer un système de recommandation alternatif qui ne se base pas sur du profilage. Donc c'est quand même, c'est pas anodin, hein. Le fait de devoir, en fait, potentiellement, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, voilà, donc qui seront en lien avec l'État ou avec l'UE et qui pourront aller dans ces grandes entreprises pour aller voir un peu comment fonctionnent les algorithmes de tel ou tel site, ce qui est quand même... voilà, vous prenez un site comme Google, ça fait partie des trésors en fait de Google et c'est un peu ce sur quoi ils ont leur plus-value. Donc je trouve que c'est quand même pas anodin en fait de dire ça et d'imposer également une alternative si jamais quelque chose ne va pas quoi en fait. Elles devront par ailleurs permettre l'accès aux données clés de leurs interfaces aux chercheurs agréés qui étudient l'évolution des risques dits systémiques. Donc voilà, on va ouvrir les algos, on va ouvrir les données, etc. Moi, il me tarde de voir comment est-ce que ça va réagir du côté des gros, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à croire que ça puisse s'y appliquer, mais bon, pourquoi pas. En cas de manquement à ces obligations, Bruxelles pourra infliger des amendes aux très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. C'est pas anodin. Pour les plateformes qui dénombrent moins de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois, ce sont les autorités nationales compétentes qui auront la responsabilité de veiller à la bonne application des nouvelles règles, ce qui veut dire que donc moins de 45 millions d'utilisateurs, ça veut dire que là ils affirment qu'il n'y aura pas que les gros finalement, et qu'à terme potentiellement ça va être chaque site qui sera concerné par cette loi. En France, c'est l'ARCOM qui endossera ce rôle. Si le présent règlement entre officiellement en vigueur le 16 novembre prochain, 20 jours après sa publication dans le journal officiel de l'UE, il ne sera applicable que 15 mois après cette date, soit en février 2024. Voilà pour cet article, un peu long, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça bouge. On a souvent l'image de se dire qu'il y a beaucoup de grandes entreprises type Amazon, Google, etc. qui ne sont pas touchées par les lois parce que présentes aux États-Unis ou autres et arrivent un peu à passer entre les mailles du filet. Et là aujourd'hui, visiblement, c'est pas le cas. C'est pas le cas et avec ce risque potentiel, on va dire, aujourd'hui de se faire contrôler par l'État ou par l'Union européenne. Et de devoir se soumettre en fait à un certain nombre de règles. J'ouvre mon chat parce que je l'ai ouvert sur notre écran. Margot qui dit c'est hyper compliqué de contrôler pour l'État. Après, l'utilisateur a aussi sa responsabilité. Complètement, l'utilisateur a clairement sa responsabilité. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui on peut pas on peut pas être complètement ça serait mentir pour moi que de dire que chaque utilisateur est responsable. On voit beaucoup de cas aujourd'hui de discours haineux sur Twitch par exemple, beaucoup de raids haineux ou ce genre de choses sur Twitter. Ça devient quelque chose d'assez commun, notamment les streameuses qui sont aussi pas mal attaquées souvent. Beaucoup de cas comme ça où en fait les gens se sentent un peu protégés du fait qu'ils sont sur internet et du fait qu'ils sont derrière leur écran. Souvent ça va être aussi, il y a aussi des jeunes, des gens des mineurs ou autres qui vont soit avoir des discours un peu controversés, soit eux-mêmes être soumis en fait à pas mal de pièges sur le net. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est clair qu'il faut conserver ce côté responsabilité. Il faut pas prendre les utilisateurs pour des enfants et les prendre par la main, etc. C'est pas le sujet, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, qu'il puisse y avoir des limites, je dirais, et qu'on puisse aujourd'hui contrôler un peu plus toute cette partie-là, parce que les réseaux sociaux ont mené beaucoup de bonnes choses, mais également pas mal de choses un peu néfastes, et on se rend compte que c'est pas suffisant en fait, et que s'il n'y a pas en fait une espèce d'épée de Damoclès et qu'on se rende compte qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi, j'ai peur que les utilisateurs d'eux-mêmes ça ne suffira pas. Donc il faut conserver je pense qu'il y a une balance un peu juste à trouver entre conserver une certaine responsabilité pour les internautes, mais également
arriver à contrôler un peu tout ça et à définir des limites. Et après, sur la partie contrôle de l'État, c'est ça qui va être intéressant finalement. C'est-à-dire que on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils nous proposent, quelle façon en fait ils auraient de contrôler tout ça, puisque techniquement, c'est pas possible en fait de confier ça à une poignée de personnes. Bon, ça passera évidemment par le fait que les sites eux-mêmes trouvent aussi des sujets, visiblement. Et après, à voir en fonction des technos qui évoluent, comme tu dis, Margot, une IA pour repérer les propos haineux. Je pense qu'il y a des choses, je pense que ça doit déjà exister, hein. Ça doit déjà exister, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils n'ont pas attendu d'avoir des lois qui tombent là-dessus pour arriver en fait à repérer et puis à supprimer, à modérer un peu tous ces discours-là. Mais va falloir aller plus loin, quoi. Va falloir aller plus loin, va falloir accélérer. Visiblement, nous, quand le RGPD était tombé, je me souviens, au début, tout le monde, personne ne comprenait que en gros, la loi pouvait venir jusqu'à Internet et protéger les utilisateurs sur la partie gestion de cookies, sur la partie données sensibles, voilà, privacy et compagnie. Et en fait, le RGPD arrive et on se rend compte que il y a des gens qui prennent des amendes en fait parce qu'ils ne respectent pas cette loi-là. Donc, à aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne ou la France, visiblement, ils peuvent avoir un impact sur ce type de structure et donc ça va venir. Et ce qui est intéressant, c'est que à terme, ça va toucher tout un chacun, parce que c'est pareil, le RGPD, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est admis. Et donc, le DSA ou la DSA, je ne sais pas non, c'est le DSA, visiblement, va arriver dans les prochains mois ou prochaines années. De façon voilà, très rapide en tout cas. Et puis en venant derrière le DMA, donc Digital Market Act. Voilà. Bon, c'était un préambule. Je pense que c'est quelque chose qui va nous toucher, donc c'était important d'en parler. N'hésitez pas à suivre un peu. J'ai vu pas mal d'articles sur les différents blogs que je suis qui parlaient de ça. Et celui-ci, du coup, c'était l'usine digital.fr qui proposait cet article. Bon, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas dans le chat. Sinon, on passe à la suite donc avec les nouveautés de Figma que je voulais vous proposer et puis vous énoncer. Je vois un petit coup d'eau et puis on parle de ça. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées dans le chat? Ou est-ce qu'on est quelques résistants du sommeil qui sont déjà debout à cette heure-ci? Alors, il y a eu beaucoup de nouveautés, mais qui ne concernent pas que Figma. Il y a également FigJam, du coup, quelques leftos du vendredi. Et Margot, on est là. Ouais, demain, c'est le week-end, donc c'est vrai que c'est le dernier jour de la semaine. C'est peut-être plus compliqué de se lever aussitôt. Mais bon, nous, en tous les cas, on assure notre matinale, comme d'habitude. Donc du coup, oui, je vous disais pas mal de nouveautés, aussi bien sur Figma que FigJam. Donc FigJam, si certains ne connaissent pas, c'est un outil qui est apparu juste après Figma et qui vous permet de... je vais ouvrir mon Figma, ça sera peut-être un petit peu plus parlant. Donc grosso modo, ça vous permet de faire pas mal de schémas type... Alors, attendez, je vais ouvrir. Je galère un peu sur la configuration double écran là, je suis pas habitué. Hop. Tac. Voilà. Si je crée un nouveau fichier. FigJam. Voilà. Donc moi personnellement, c'est pas un outil que j'utilise, mais je sais que voilà, beaucoup de personnes l'utilisent, notamment quand vous travaillez dans un cadre en agilité ou autre, et qui va vous permettre comme ça, voilà, d'aller placer des petits post-it, de faire tout un tas de schémas. Voilà, vous allez pouvoir relier des idées entre elles, etc. Faire des annotations. Et typiquement, voilà, c'est ce qu'on fait notamment quand on travaille en agilité avec voilà, comment dirais-je, quand vous êtes en daily ou quand après vous allez faire prévoir les prochains sprints, etc. etc. Donc on peut comme ça classer tout un tas d'idées, faire des annotations et voilà, et un peu itérer sur les idées qu'on veut proposer.
Moi, je vais pas trop m'étendre sur la partie FigJam, encore une fois, parce que je maîtrise beaucoup plus la partie Figma. Celle-ci me concerne moins, mais en tout cas, sachez qu'il y a des nouveautés qui sont également apparues sur ce plan-ci. Donc du coup, on a d'abord la possibilité, donc ça c'était quelque chose qui apparemment n'existait pas avant. On a la possibilité maintenant de définir en fait un timer. Donc voilà, typiquement, je vais vouloir proposer. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à passer de. Ok, bon, je vais faire comme ça, c'est pas grave. Je vais pouvoir proposer en fait, imaginons 3 idées. Hop. Donc si je mets idée 01, idée 02, idée 03. Et donc j'ai une petite fonctionnalité maintenant qui est apparue qui va permettre de mettre en place un timer avec une musique qui se joue à la fin. Enfin, une musique qui se joue pendant et une alarme à la fin. Donc voilà, je peux mettre comme ça pendant... bon, moi j'ai mis 4 secondes juste pour tester. Je sais pas si on va... Ah oui, en fait, comme j'ai déjà ma musique, bon, ça va faire double musique. Mais bon, en gros, voilà, vous pouvez sélectionner une musique, définir un temps, en fait, et les gens peuvent comme ça aller... ben voilà, placer en fait des marqueurs sur telle ou telle idée. Et donc il y a un système de vote. Vous pouvez définir en fait, dire ok, ben, chaque personne par exemple a le droit je sais pas, 3 votes ou 3 peuvent se positionner en fait 3 marqueurs. Et donc les gens vont pouvoir aller cliquer ici, mettons je place 2 points pour cette idée, 1 point pour cette idée, et tout ça dans le cadre d'un certain temps, avec une petite musique en fond si jamais vous en avez le besoin, et puis après les résultats qui seront affichés en temps réel. Donc ça c'est une feature qui est plutôt intéressante. Je pense que voilà, tous les gens qui travaillent dans un cadre agile, les coachs agiles ou autres, c'est quelque chose qui va forcément leur parler. Tu as les mind maps de FigJam pour les rétro agiles, c'est bien, oui. Oui, voilà. Ouais. Oui, tout ce qui est mind map, effectivement. C'est vrai que c'est pas un truc sur lequel que j'ai relevé. Encore une fois, j'avoue que FigJam, c'est pas, c'est pas un sujet sur lequel je suis des plus calés parce que je le pratique pas au quotidien. Donc c'est pour ça que je vais plus me tourner sur la partie Figma, sur les mises à jour qui, je pense, vont avoir un impact. Mais je tenais quand même à le préciser que bah, sur la partie FigJam, il y a ces toutes nouvelles features qui sont apparues. Alors ensuite, donc sur la partie Figma en soi, ils mettent maintenant à disposition une extension Chrome. Une extension Chrome qui en fait va permettre, je l'ai installé, sauf erreur. Yes, je l'ai installé et donc qui en gros va permettre. Alors je vais basculer sur mon écran juste attendre d'ouvrir mon Google Agenda, voir que si j'ai pas. Hop. Donc ça va vous permettre en fait de lier des fichiers justement FigJam ou des fichiers. Je vais aller sur cette adresse. J'ai pas grand chose de. Ah non, je peux pas. Là, je vais aller. Voilà. Donc en gros, vous allez pouvoir maintenant sur un événement lier en fait un fichier Figma ou voilà un board FigJam. Et donc voilà, petite feature qui s'est rajoutée. C'est une extension Chrome que j'ai installée. Vous la voyez en haut à droite là normalement. Avec la possibilité du coup du coup lier son compte et de directement placer en fait le lien d'un fichier si par exemple on sait qu'on va travailler sur tel ou tel FigJam et pouvoir dans l'invitation en fait proposer déjà ça aux personnes qui sont concernées, qui seront présentes pendant la réunion. Ensuite on a une intégration Teams. Là je la présente pas nécessairement parce que je voulais surtout me focus sur la suite et puis aussi parce que j'ai oublié d'installer Teams tout simplement. On a une partie du coup, une section, donc ça fait partie des nouveautés qui ont été un peu mis en avant, on va dire, voilà, par tout ce que j'ai pu constater, tous les gens qui traitent du sujet de Figma. Donc en fait, bah, typiquement là, voilà, ça c'est une petite des visuels en fait que j'ai réalisés pour la présentation juste après d'un plugin. Mais typiquement là, voilà, si vous souhaitez par exemple faire plusieurs écrans type imaginons je suis designer, je fais aller 3 écrans on va dire pour une application mobile. Vous avez aujourd'hui la possibilité, donc soit c'est Mage S ou sinon vous avez accès ici. Avant on avait uniquement la frame, donc c'est comme ça qu'on faisait, on mettait une frame et ça nous permettait comme ça d'organiser. Alors là on voit rien du tout, mais ça nous permettait comme ça d'organiser un peu, par exemple de dire ok ça c'est ma home page,
Euh, hop, je vais avoir 3 écrans concernant ma home page. Et c'est comme ça un peu qu'on organisait. Sauf que la fonction d'une frame, c'est pas vraiment ça en fait. Et on n'avait pas, c'était plus un usage détourné en fait. On faisait ça de façon détournée pour essayer de classer et d'organiser un peu nos différents boards. Et aujourd'hui, du coup, ils ont sorti une nouvelle feature qui s'appelle une section du coup, et donc vous allez pouvoir venir comme ça entourer en fait vos différentes vos 3 différents screens, et ici dans la section marqué home page, voilà. Et donc ça va permettre comme ça d'organiser de façon beaucoup plus claire l'ensemble de vos boards, et faire en sorte que ce soit voilà, beaucoup plus facile à lire. Et donc là, la fonction intrinsèque d'une section, ça sera vraiment justement d'avoir d'organiser et de présenter pour voilà, quand vous bossez en équipe, faire en sorte que tout reste bien clean. Et salut Philou qui nous rejoint. Donc voilà, la section, c'est un peu ça fait partie des choses qu'ils ont le plus poussé, le plus mis en avant. Moi personnellement, c'est vrai qu'avec les frames, j'arrivais à peu près bien à m'en sortir. Donc bon, moi je j'avais pas non plus je vois pas en ça une révolution. J'ai essayé de triturer un peu l'outil, j'ai regardé un peu toutes les différentes comment dire, les différentes fonctionnalités qui sont attenantes à une section, et pour voir si vraiment ça apportait quelque chose de plus. Bon, à voir, mais en tout cas, ça a au moins le mérite d'être là, et ça fait partie des nouvelles releases. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Le support du Markdown aussi sur FigJam. Donc ça, voilà, sur un fichier FigJam, aujourd'hui, vous allez pouvoir, sur n'importe quel texte, voilà, vous voulez insérer du texte, tac, tac, tac. Et donc si jamais, par exemple, je fais, hop, ce crochet, voilà, j'ai directement ma notation, enfin, une espèce de citation. Si par exemple je mets, hop, une petite puce, voilà, c'est nativement supporté, alors qu'avant, le Markdown n'était pas supporté. Donc ça, c'est plutôt sympa comme ajout de fonctionnalité, surtout si vous utilisez FigJam au quotidien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, les push notifications. Donc il y avait déjà des notifications, je pense, dans Figma. Donc j'ai pas bien compris en fait quelle était la nouveauté. Je pense que ça porte plus sur la partie mobile. Il doit y avoir maintenant des push notifications, là où avant on avait entre guillemets uniquement des notifs. Tac tac tac. Où est-ce que je les vois pas ici. Mais on avait uniquement des notifications quand par exemple vous alliez modifier un fichier, typiquement, vous utilisez une librairie commune qui est partagée, puisque sur Figma, vous avez possibilité de définir en fait des librairies de composants qui sont utilisées par d'autres personnes. Et dès lors que il va y avoir une modification sur un composant que vous utilisez, hop, vous allez être notifié pour faire la mise à jour. Et donc là, apparemment, ils ont poussé vachement plus, avec notamment des notifications sur iOS, sur Android, sur desktop. Donc voilà, un petit travail qui a été fait sur cette partie notif. Voilà. Et ensuite, les commentaires aussi également. Donc, un système de réponse à des questions pour pouvoir en fait permettre, notamment si vous travaillez avec un client ou autre, de commenter en fait directement sur votre fichier Figma, apporter tous les commentaires dont vous avez besoin pour pouvoir après les traiter. Donc voilà, la grosse nouveauté, visiblement, c'était la section. Moi, c'est le truc que j'ai vu le plus passer sur les gens, voilà, les différents influenceurs que je suis en matière de web design. Bon, pour moi, c'est pas une très très grosse feature, mais je pense que potentiellement ils vont en apporter davantage sur la partie organisation, arriver par exemple à voilà, faire des espacements clean, etc. assez rapidement. Moi, de base, le réflexe que j'avais, comme je vous ai dit, c'était d'utiliser une frame, et plus particulièrement de passer en auto layout. Donc voilà, l'auto layout, c'est un système qui va vous permettre de maîtriser en fait les espacements entre les espacements, enfin, les marges, les paddings, etc. et faire en sorte que tout soit toujours bien calé. Euh, donc c'est vrai que moi c'était mon réflexe jusqu'à présent. Je pense qu'ils vont pousser certainement les features au niveau des sections, parce que là en tant que tel, en fait, hormis le côté présentation qui est sympa, je vois pas trop en fait qu'est-ce que ça apporte de plus. Donc affaire à suivre. Ouais, ouais, pour Benta qui dit pour organiser ses maquettes c'est bien. C'est vrai que c'est bien, mais en fait en soi je vois pas quelle est la plus-value par rapport à. Enfin, si jamais, moi je vais te montrer typiquement comment je fais. Hop. Voilà, de base jusqu'alors, imaginons j'ai mes 3 écrans. Tac.
Donc, je prenais les trois, je faisais un petit maj A qui me permettait du coup d'insérer dans un auto layout que je plaçais au milieu. Voilà, imaginons là je vais mettre 60 et 60. Pour que tu vois un peu mieux, je vais te mettre de la couleur. Hop, voilà. Et du coup, je peux maîtriser aussi mes espacements entre. Donc tu vois, ça c'est vraiment la fonctionnalité d'un auto layout. Comme ça, tu peux venir gérer et contrôler tes marges intérieures, tes paddings, tes margins, etc. etc. Tu peux le passer dans un sens ou dans l'autre. Bref, l'auto layout c'est vraiment de la bombe. Et donc bah du coup, quelle est la plus-value par rapport à... Voilà, ici je vais arriver, je vais le noter par exemple home page. Ok, ah, mais évidemment j'écris très mal. Home page, voilà. Donc en fait, finalement, j'ai exactement le même résultat. La seule différence, c'est que là, bon, c'est une petite étiquette avec un label, quelque chose d'un un peu différent, mais en soi, je trouve pas que ça change énormément, quoi. À la limite, je peux augmenter, imaginons, voilà, je peux augmenter un peu mes espacements pour que ce soit un peu plus aéré, mais voilà. Moi, j'espère que franchement, il va apporter quelque chose de plus, parce que là, en tant que tel, ok, de façon intrinsèque, on va dire que la section est faite pour organiser, mais en soi, sur le résultat, pour moi, ça apporte pas beaucoup plus que si tu fais la méthode que j'ai montré, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que effectivement, à la base, c'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que un auto layout, ça a une fonction particulière, mais en soi, le résultat est le même, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai pas trop. Voilà, je me suis dit, il faut quand même montrer les releases parce que bah, quand il y a des nouveautés, c'est quand même important d'être tenu au courant. Mais pour le moment, je trouve pas que ce soit hyper révolutionnaire. C'est un avis perso. Voilà. Bon, écoutez, on va rapidement du coup passer sur le sujet suivant qui est donc un plugin hyper intéressant. Ça fait quelques temps que je me dis qu'il faut que je vous le présente. Qui est donc Airtable to Figma. Est-ce que tout le monde connaît Airtable dans le chat? Dites-moi. Est-ce que vous connaissez ou pas Airtable? Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Ok, on a un non et un oui. Je vais faire une presse pour tout le monde. Alors, je suis pas le spécialiste du Airtable. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, c'est un petit peu, on va dire, un genre de Excel un peu boosté. C'est souvent utilisé, c'est souvent assimilé à un outil no-code, ce qui est visiblement le cas. Et ça va permettre de définir beaucoup de... Vous allez pouvoir faire du Excel, mais voilà, en exposant un peu... en exposant vos données, vous allez pouvoir l'utiliser dans pas mal de cadres, faire des... Enfin, moi, c'est vrai que l'utilisation que j'en ai, c'est essentiellement ça, c'est une espèce de Excel boosté, mais après, je sais qu'on peut faire beaucoup d'autres choses. Ben voilà, product catalogue, des trackers de projets, enfin voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais moi, en tout cas, la feature que je voulais vous présenter, c'est plus celle-ci, c'est-à-dire voilà, essayer d'exploiter cette partie Excel en quelque sorte boostée. Ça va un peu plus loin qu'Excel puisqu'en fait on peut définir quand même pas mal de types de données. Là par exemple, moi j'ai défini donc une espèce de base de données dans laquelle j'ai mis un titre, une date, une baseline, un label et une image. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'après je vais pouvoir partager en fait cette base de données. Et c'est là que ça devient intéressant puisque Figma, comme vous le savez, est un outil qui est un outil web et avec la possibilité de faire des appels à des API externes. Donc du coup, il y a ce petit plugin Airtable to Figma qui est apparu. J'ai découvert ça un petit peu dans les tréfonds de YouTube. L'idée, c'est que vous êtes, on va prendre le cas d'une... imaginons vous êtes CM, vous êtes Community Manager d'une entreprise, on va dire. Donc moi j'ai pris le cas d'une boîte qui est dans la mode, qui sort des collections de vêtements ou autres. Et donc vous allez avoir tout au long de l'année beaucoup de visuels à générer, on va dire, au niveau réseaux sociaux ou que sais-je. Ça peut être des visuels de réseaux sociaux, ça peut être aussi des visuels par exemple si vous avez un e-commerce ou ce genre de choses. Donc je vous partage mon écran. J'ai mis en place en fait un petit composant comme ça que j'ai appelé post. Qui est donc en fait, bon, on s'en fiche un peu du design, mais c'est un composant qui va nous permettre en fait d'avoir un genre de template en quelque sorte. Hop, donc si je vais rechercher mon post dans mes composants, vous l'avez là. Hop. Et donc ce petit composant, je vais avoir certaines variations. Donc voilà, je peux varier un peu sur la couleur. J'ai fait une couleur d'info, une couleur nouveauté, une couleur promo. Et puis j'ai mis, voilà, on peut mettre en position gauche-droite ou en position droite-gauche. On peut éditer un texte, on peut éditer, je sais pas si vous voyez, si c'est pas assez gros, dites-le moi.
On peut éditer donc voilà, un titre, une date, une baseline, etc. etc. Et donc là où ça devient intéressant et là où intervient finalement le plugin dont je vous ai parlé, Airtable to Figma. Donc si mettons je pars de mon poste de base, je vais me rendre en fait sur mon Airtable qui va jouer un peu le rôle de base de données en quelque sorte, hein. Et puis je vais le partager. Donc j'ai un petit bouton share ici. Et donc ici il y a une option view qui vous permet du coup de récupérer en fait le lien. Le lien de la base, ok. Donc je récupère ce lien de la base. Là ma base en fait elle est ouverte vers l'extérieur. Et je vais venir coller en fait. Donc je vais ouvrir mon petit plugin Airtable to Figma. Ok, donc lui il me dit sélectionne un composant ou une frame, donc j'ai mon composant post que j'ai défini. Alors je vais cacher parce que sinon ça va vous spoiler. Je vais coller ici coller mon URL et je vais loader ma database. Donc lui il va faire des appels vers Airtable et il me dit ok, donc je vois que dans ton composant en fait tu as un label qui s'appelle Shop Now, donc dis-moi à quoi ça correspond. Ben, je lui dis ça correspond à ma colonne label, ok. Ensuite, tu as du 10 au 14 février, à quoi ça correspond? Ben, ça, c'est ma date. Et donc, je vais faire toutes mes correspondances comme ça. Je vais dire donc Save Up, ça, c'est ma baseline. Ensuite, Hurry Up, ça, c'est tac, 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 c'est. Que je ne me trompe pas, c'est mon titre. Et ensuite, il détecte aussi qu'il y a une image. Et donc, l'image, ben, j'ai aussi une colonne dédiée image. Donc, je lui définis. Je fais Next. Et ensuite, tu vas me dire, ok, ben dans quel sens tu le veux? Est-ce que tu le veux en colonne, en ligne? Est-ce que tu le veux en galerie? Donc moi, je vais le dire en galerie. Je vais lui dire que je voudrais, mettons, 4 éléments par colonne. Et puis, je vais mettre un petit peu d'espacement, imaginons 200 pixels. Ok. Et si jamais je descends, tadam! J'ai tout qui est fait. Voilà, je sais pas si... Moi, je trouve ça assez badass, mais je trouve ça plutôt cool. Et l'avantage, en fait, c'est qu'après, derrière, je vais pouvoir aller cliquer sur mes différents composants. Et comme je vous ai dit, en fait, j'ai pas mal de... Pardon, j'ai mon micro qui est saturé. J'ai pas mal de variations. Donc, si jamais je clique, mettons, sur allez, celui-ci, celui-ci, celui-là, je leur dis, vous allez être de type nouveauté. Ok, celui-là, vous allez être de type promo. Celui-là et celui-là, vous allez être en position... plutôt droite plutôt que gauche. Et voilà. Et comme ça, je vais pouvoir aller surcharger en fait mes composants et faire pas mal de petites variations. Et là, à partir de là, bah, tout est fait. Tout est fait, c'est-à-dire que j'ai plus qu'à prendre en fait, j'ai plus qu'à aller sélectionner l'ensemble de mes visuels, je les exporte dans un dossier et voilà, mon taf est terminé. Excellent, ouf, j'ai été CM et clairement ça fait gagner un temps fou. Ben ouais, c'est ça qu'il y a de cool. Alors moi j'ai un cas très spécifique que je traite en ce moment. Je bosse en fait avec ouais ben oui, rien à voir avec Canva. Alors là en fait l'avantage c'est que tu as quand même ce côté no code, c'est-à-dire que grosso modo tu vas quand même avoir ton designer ou ta designeuse qui va faire ton petit composant de base, il va lui faire suffisamment de variations parce que bah, le but c'est pas d'avoir toujours la même chose, mais après en soi pourquoi pas, hein, peut-être qu'il y a des gens pour qui avoir le même type de variation ça ira très bien. Et salut Bob le développeur. Et donc voilà, après si jamais par contre tu veux prévoir plein de variations, tu peux en faire, tu fais ton composant avec plein de variations. Et une fois que c'est terminé, ben en fait, côté contributeur, on va dire, eux, ils vont avoir accès du coup à Airtable, qui est plus ou moins comme Excel, donc ils ne seront pas perdus, et ils vont pouvoir comme ça définir des colonnes avec tout un tas de données. Là, je l'ai fait sur 10, mais en réalité, dans des vrais cas, si tu prends, mettons, un e-commerce, et que tu dois générer des visuels, je sais pas moi, ouais, un visuel ou un truc comme ça, peut-être c'est sur... je sais pas, 300 ou des milliers de produits, on va dire. Donc, en fait, tu arrives à choper toute ta base de données, ben let's go, tu peux générer tous tes visuels, en fait. Et ça, c'est plutôt pratique. Et moi, j'ai un cas que je peux vous citer d'ailleurs qui est assez intéressant. C'est je te veux dans mon équipe. Ben, c'est déjà le cas, je crois. Et du coup, ouais, j'ai le cas par exemple d'un club de foot, le club de foot de ma ville en fait, où ben, la personne qui s'occupe de la communication, il m'a dit bah, je suis un peu embêté parce qu'à chaque fois je suis obligé de faire pas mal de visuels voilà, les annonces de match, ce genre de choses. Et j'ai dit mais est-ce que tu as accès en fait, est-ce que tu aurais toutes les données en fait, tous les matchs qui sont à venir au cours de l'année? Et donc en fait on a regardé ensemble et sur le site le site en fait
de la région, enfin le site qui gère la ligue en fait de foot, on a trouvé la possibilité d'exporter en Excel en fait tous les matchs à venir avec donc les noms d'équipes, voilà, les noms de les équipes qu'on affronte, le lieu, l'arbitre, l'heure, enfin toutes les données en fait une fois par colonne, enfin un par colonne. Et, euh, et en fait, j'ai dit, ben, c'est bon, à partir de ça, moi je te fais un visuel avec quelques variations et je te génère tout jusqu'à la fin de l'année. Et donc, il est tombé un peu, il a été un peu abasourdi sur le coup, mais en fait, voilà, ça c'est vraiment, je trouve, la plus-value enfin, c'est ce que peut apporter en fait le côté Figma et le fait que ce soit ouvert. Je me souviens que j'avais une discussion, notamment avec JP et Mathis, je sais pas, Mathis est là dans le chat, je sais pas si JP est là, mais où en gros, ben, la question c'était, ok, qu'est-ce que Figma apporte de plus par rapport à un Adobe XD ou à InDesign? Pas InDesign, un sketch, pardon. Et là, typiquement, ben, quand ils sont arrivés avec cette notion de web, puisque c'est eux qui ont apporté ce côté client, enfin tout basé sur du web, ben, ça, clairement, ça fait partie des gros avantages. Et encore une fois, là, c'est un plugin qu'on utilise, mais moi, à titre perso, j'ai déjà développé des plugins pour Figma. C'est hyper pratique parce que vous pouvez faire des appels vers plein d'API, récupérer plein de données et comme ça, industrialiser beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus non négligeable et on en voit les bienfaits au travers de cet exemple-là. Voilà, donc celui-là, ça fait longtemps que je voulais vous le montrer. Je m'étais un peu gardé sous le coude. Qu'est-ce que vous en pensez? Propre. Ben ouais, c'est méga propre, hein. Moi, je trouve ça. J'avoue que j'adore. J'adore, je suis assez fan de ça. Et je me dis que. Après, ça n'empêche pas que tu peux. Voilà, si je reprends le cas de mon club de foot, comme j'ai dit, hein, tu peux très bien générer par exemple trois variations chaque semaine. Donc chaque semaine, il va avoir trois annonces de matchs différentes qu'il pourra en fait utiliser ou pas, qu'il pourra programmer aussi au travers d'un outil, voilà, tout ce qui est social media, vous avez aujourd'hui la possibilité de programmer vos posts, donc voilà, ça se fera de façon automatique, mais si par exemple une semaine il a envie de finalement de choisir quelque chose d'un peu plus personnalisé, ben ok, qu'à cela ne tienne, il enlève sa publication, il fait quelque chose d'un peu custom sur une semaine, mais si par contre il n'a pas le temps, ben, il sait qu'il a déjà son visuel sous le coude et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc il y a plein d'applications à ce type de choses. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut imaginer. Là, c'était un exemple, mais il y a d'autres trucs, quoi. Voilà pour cette petite démo Airtable to Figma, du coup. N'hésitez pas à aller tester ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, on va enchaîner avec un autre article. Je vois qu'il est 8h54. On n'aura peut-être pas le temps de faire le dernier article sur Wish. On passera rapidement en tout cas. Mais je voulais revenir du coup sur voilà, il y a eu les NextConf, du coup, enfin Next.js en fait, qui a fait sa conférence il y a quelques jours, je crois que c'était il y a 2 jours, et qui donc a annoncé la sortie, du coup, c'est Next 13, que je dise pas de bêtises, que je confonds pas au niveau des nombres. Oui, c'est ça, c'est la V13. Avec du coup l'apparition de TurboPack, qui était déjà, je crois, qui était déjà un peu dans les. Voilà, c'était un peu dans les tuyaux, c'était déjà. Les gens étaient. Je sais pas si les gens étaient déjà au courant avant cette conf ou pas, mais de mémoire, je crois que si. Mais là, ils ont surtout officialisé le fait que ça venait, que c'était embarqué avec la version 13 et que ça serait. Que ça utiliserait en fait TurboPack pour la partie compilation. Donc je vous lis rapidement cet article du coup qui est donc sur le site développer.com. Enfin c'est dans le sous-domaine javascript.développer.com, mais le site c'est développer.com. Donc TurboPack, le successeur de Webpack basé sur Rust, conçu pour faciliter le développement d'applications web modernes. Dirigé par le créateur de Webpack Tobias Coppers, TurboPack, le successeur de Webpack basé sur Rust, ne regroupe que le minimum de ressources nécessaires au développement. Le temps de démarrage est donc extrêmement rapide. Sur une application comportant 3000 modules, le démarrage de TurboPack prend 1,8 secondes. Vite en prend 11,4 et Webpack 16,5. Donc voilà, déjà des performances hyper prometteuses. Et donc très tourné. Voilà, cet outil et ce compilateur est vraiment annoncé comme quelque chose d'extrêmement performant, déjà basé sur du Rust qui est une techno hyper perf comme on le sait, mais surtout il y a une petite nuance en fait sur le fonctionnement qu'on va voir juste après et qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Et donc voilà, pour vous donner des ordres d'idées, sur 3000 modules vous avez 1,8 secondes là où on a du 11 et du 16 environ sur du Vite ou sur du Webpack.
L'architecture de TurboPack tire les leçons d'outils comme TurboRepo et Bazel de Google, qui se concentrent tous deux sur l'utilisation de cache pour ne jamais faire deux fois le même travail. TurboPack est construit sur Turbo, qui est un framework open source de mémorisation incrémentale pour Rust. Turbo peut mettre en cache le résultat de n'importe quelle fonction du programme. Lorsque le programme est exécuté à nouveau, les fonctions ne seront exécutées que si leurs entrées ont changé. Cette architecture granulaire permet à votre programme de sauter de grandes quantités de travail. Donc voilà, basé sur cette espèce de système de cache où en gros le TurboPack va pouvoir détecter si telle ou telle fonction a été modifiée, s'il y a nécessité ou pas de reload et de recalculer en fait et de refaire ce travail. Donc voici comment cela fonctionne. Mise en cache au niveau des fonctions. Dans un programme équipé d'un moteur turbo, il est possible de marquer certaines fonctions comme étant à mémoriser. Lorsque ces fonctions sont appelées, le moteur turbo se souviendra de l'objet avec lequel elles ont été appelées et de ce qu'elles ont retourné. Il les enregistrera ensuite dans un cache mémoire. Donc là, ils nous mettent un petit exemple en fait où en gros on a un fichier. Je ne sais pas si je peux le grossir ça, si peut-être. Voilà. On a un fichier en fait, je vais vous résumer l'idée, hein. On a deux fichiers, un fichier API.ts et un fichier SDK.ts. Donc il va y avoir une fonction readFile, bundle, et puis après le résultat va être concaténé, c'est-à-dire il va être mélangé en quelque sorte, on va prendre les deux, on va le mélanger pour avoir un bundle final. Et donc l'idée c'est de dire que en phase de développement, on va faire tourner du coup notre turbo, TurboPack pour être plus précis, et on va faire une modification uniquement sur le fichier SDK.ts. Et donc ça va être recalculé, mais pas cette partie ici, pas la partie API.ts qui va être livrée en tant que telle, parce que mise en cache pour être livrée au concat. Et c'est ce qui va en fait à échelle, à très grande échelle, donner autant de gains de performance. Donc je lis l'article, mais en gros c'est ça l'idée. Nous commençons par appeler readme sur deux fichiers, API.ts et SDK.ts. Nous regroupons ensuite ces fichiers, nous les concaténons et obtenons le full bundle à la fin. Les résultats de tous ces appels de fonctions sont enregistrés dans le cache pour plus tard. Imaginons que nous soyons sur un serveur de développement, vous enregistrez le fichier sdk.ts sur votre machine, Turbo reçoit l'événement du système de fichiers et sait qu'il doit recalculer le readme du sdk.ts. Puisque le résultat a changé, nous devons le regrouper à nouveau. Attendez, j'ai raté un mot là. Puisque le résultat de sdk.ts a changé, nous devons le regrouper à nouveau. Et le concaténer à nouveau. Il est important de noter que le fichier API.ts n'a pas changé. Nous lisons son résultat dans le cache et nous le passons à concat à la place. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est que automatiquement en fait le système va détecter que on va avoir des changements sur telle ou telle chose et tel ou tel fichier et ne va recalculer que ce qui est nécessaire. Et donc à l'échelle en fait d'un système entier, c'est ce qui est dit je crois un petit peu plus loin dans l'article. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Imaginez maintenant cette situation dans un vrai bundler avec des milliers de fichiers à lire et de transformations à exécuter. Et donc, voilà, à cette échelle-là, on peut imaginer les gains de performance et les gains de temps qu'on va avoir. Voilà. Ensuite, la partie cache. Le moteur turbo stocke actuellement son cache en mémoire. Cela signifie que le cache durera aussi longtemps que le processus qu'il exécute. Donc actuellement il y a une espèce de mémoire tampon on va dire pour cette partie cache, mais ce qui est anticipé, donc c'est marqué juste après, dans le futur l'équipe en charge prévoit de faire persister ce cache soit dans le système de fichiers, soit dans un cache distant comme TurboRepo. Cela signifierait que TurboPack pourrait se souvenir du travail effectué à travers les runs et les machines. Cette approche rend TurboPack extrêmement rapide pour calculer les mises à jour incrémentale des applications. Voilà, donc TurboPack assez intéressant en termes de perf, en termes d'approche. Donc je vois dans le chat également Philou qui dit c'est une copie de Bazel. Ok, je veux bien te croire là-dessus. Je t'avoue que j'ai pas suffisamment creusé, on va dire, de ce côté-ci, mais en tout cas, pour ce qui est de l'évolution Webpack par rapport à Next, je trouve ça vraiment cool, quoi, parce que déjà le fait que ce soit basé sur du Rust et le fait qu'il y ait ce système de mise en cache probablement, et qui va être encore plus amélioré on va dire à l'avenir si on a possibilité de faire persister en fait la partie cache, c'est hyper intéressant et ça promet de belles prouesses à l'avenir.
Voilà, je sais que vite, moi je sais que sur ma chaîne, donc Anto parle web, j'avais accueilli des gens qui développaient pas mal sur Vite. Et notamment, ben voilà, quand ils voulaient tester des idées, quand ils voulaient faire des choses un petit peu, comment dire, des MVP, quoi. Enfin voilà, essayer de juste tester quelques idées. Ils passaient souvent par Vite parce que ben, Webpack, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop lent, etc. etc. Et ben visiblement, voilà la réponse un peu à cette problématique-là. Voilà, bah écoutez, j'avais prévu un dernier article, mais le temps est, je vois que le temps a passé, il est 9h02. Je vais pas lire l'article, mais rapidement vous résumer l'idée. Donc c'était un peu en résonance, on va dire, avec l'idée qu'on a eue sur le premier article que je vous présentais. Et donc Wish qui s'est fait en fait désindexer. Bah, c'est une plateforme e-commerce, du coup, Wish, je pense que vous connaissez à peu près l'idée et vous connaissez un petit peu cette plateforme. Et donc, en fait, bah, il s'est avéré qu'il y a une affaire depuis quelques temps où il ne respecterait pas, on va dire, toutes les lois. Il y a pas mal de choses qui étaient un peu controversées. Donc, on peut lire voilà, donc un rapport qui a été mis en place et qui constate finalement qu'il y a de la publicité mensongère, des contrefaçons, de la concurrence déloyale, enfin voilà, pas mal de choses pas trop cool. Et du coup, le tribunal de Paris qui a ouvert une enquête pour essayer voilà, de forcer le site à se mettre en conformité. Donc il y a eu une affaire, ils ont une première fois été, une première fois, je dirais, condamnés à se mettre en norme, ils ont fait appel, etc. etc. Finalement, la conclusion de tout ça, c'est que leur appel a été rejeté et donc ils ont purement et simplement été désindexés. Ce qui est un vrai coup dur, hein, parce que ça veut dire qu'en termes de trafic, c'est une perte sèche, quoi. C'est quelque chose d'assez avec une conséquence assez grave, on va dire, pour le site Wish. Et donc en fait, je voulais partager un peu cet article-là pour faire écho en fait au premier article qu'on a lu ensemble et montrer que au niveau de la loi, il y a pas mal de choses qui bougent. Il y a pas mal de choses qui bougent et qui font que les gros conglomérats, les gros sites e-commerce, etc., etc., à terme, potentiellement ne vont pas pouvoir échapper à pas mal de lois. Donc on a vu le DSA en début de stream. Et donc probablement que la législation va être de plus en plus resserrée et surtout il va pouvoir y avoir des vraies conséquences en fait. Et donc des espèces d'épées de Damoclès qui vont faire que même les plus gros aujourd'hui ne pourront pas y recouper. Donc voilà, ce dernier article, bon, on ne pourra pas forcément le détailler, mais c'est pas grave, gardez ça en tout cas en tête. Surveillez bien cette partie DSA parce que voilà, exactement comme moi, ça me fait tout à fait penser au RGPD. Au début, on prenait pas ça au sérieux, et puis après, finalement, c'est tombé et ça nous a tous concernés. Donc voilà, la législation bouge beaucoup et pas mal de choses à venir et pas mal de choses à respecter qui nous concerneront certainement tous.